Chaque matin, vous tenez peut-être entre vos doigts le pouvoir de Zeus. Un simple grain de blé a jadis modelé des empires, fondé des religions et dicté le calendrier des hommes. Sans céréales, point de ville. Les premiers temples sumériens ne seraient jamais sortis de terre. Les pyramides égyptiennes n'auraient pas vu le jour et Rome n'aurait jamais conquis la Méditerranée. Pourquoi un aliment si fragile, si ordinaire, a-t-il été élevé au rang de divinité vivante? Dans cet épisode de la Ganip, nous remonterons le cours du temps. Au-delà de la faim, le grain a mûri dans les entrailles de nos civilisations. Il a dessiné les saisons, ordonné les calendriers et bâti des cultes. En domptant l'épi, l'homme est devenu sédentaire, bâtisseur de cités, gardien de temples dédiés à cette humble tige dorée. Pensez à l'Égypte millénaire, où le pain se brisait devant l'effigie d'Osiris pour sceller la promesse du renouveau. À la Mésopotamie, où le maïs, chair première, s'inscrivait au cœur des mythes créateurs. À la Grèce antique, où Déméter offrait à la terre et à l'âme un sacrement végétal. Dans chacun de ces gestes, semer, moissonner, offrir, résonne un écho de gratitude et de vertige. Comment un simple grain, si fragile, a-t-il pu porter le poids de l'univers? C'est à l'aube de cette histoire que nous invitent les eaux d'Aganip, là où la graine devenue offrande a fait naître les premiers cultes agricoles et où l'homme, en priant la terre, a façonné son propre destin. Il y a environ 12 000 ans, quelque chose de radical change dans le destin de l'humanité. Les hommes, jusque-là chasseurs-cueilleurs, nomades, tributaires des saisons et du gibier, commencent à s'enraciner. Ce moment que l'on appelle révolution néolithique ne fait pas une simple invention de l'agriculture. Ce fut un renversement cosmologique. La Terre, jusque-là traversée, devient un lieu d'alliance. L'homme y sème, y attend, y espère. Il entre dans une temporalité cyclique. Il observe, il anticipe, il prie. Avant les céréales, l'humain suivait le gibier. Les groupes étaient mobiles, adaptant leur trajet au rythme des saisons et des migrations animales. La terre était traversée, rarement possédée, mais la culture du grain impose un tout autre rapport à l'espace. Elle réclame de rester. Il faut labourer, semer, surveiller, récolter, puis recommencer. Ce cycle ne tolère pas l'errance. Il fixe les hommes à un lieu, fonde le premier ancrage géographique durable. C'est ainsi que naît la sédentarité. Cette immobilité nouvelle n'est pas qu'un changement de rythme. Elle ouvre la voie à une transformation sociale radicale. L'abondance relative qu'offre le grain, surtout lorsqu'il est stocké, permet à certains de ne plus produire leur nourriture eux-mêmes. Des métiers apparaissent, potiers, charpentiers, prêtres, scribes. L'agriculture céréalière libère du temps, et avec lui, elle rend possible la spécialisation. Le stockage massif du grain, évoqué dans le chapitre précédent, nécessite des structures, une organisation. Il faut des responsables, des règles, des hiérarchies. De là émergent les premières formes d'administration centralisée. Le surplus donne du pouvoir. Ceux qui le gèrent prennent l'ascendant sur ceux qui cultivent. C'est le début de la stratification sociale. Et autour des silos, des temples, des marchés, les villages grossissent. Ils deviennent villes. La céréale, blé, orge ou riz devient plus qu'une ressource, elle devient une promesse. Elle contient dans son germe la mémoire d'un monde stable, car la graine n'est pas seulement un aliment, elle est invisible durant des semaines, fragile au moindre gel, et pourtant capable, à chaque printemps, de ressurgir, et devient symbole du retour, de la résurrection, de l'ordre du monde. Ce n'est pas un hasard si les premières grandes cités apparaissent là où les céréales prospèrent, dans le croissant fertile, en Chine du Nord, dans les hauts plateaux d'Amérique centrale. Le stockage des grains impose de nouveaux savoirs, silos, jarres, greniers. Il impose aussi de nouveaux rôles. Celui qui veille sur les réserves, celui qui distribue, celui qui interprète la colère du ciel. Peu à peu, le semeur devient prêtre. Le croissant fertile, vaste bande de terre, s'étendant de la Mésopotamie au Nil, fut le berceau des premières grandes civilisations, non seulement en raison de ses sols fertiles et de son climat favorable, mais aussi parce qu'il réunissait des conditions uniques pour la diffusion rapide des inventions. L'orientation est-ouest de cette région
permettait aux cultures, aux technologies agricoles et aux animaux domestiques de circuler plus facilement, sans nécessiter l'adaptation majeure aux variations climatiques. Contrairement aux continents orientés nord-sud comme l'Afrique ou les Amériques, cette homogénéité écologique a favorisé l'échange rapide d'outils, de graines et de pratiques, accélérant l'émergence de sociétés complexes, de l'écriture, de la roue, de l'irrigation et bientôt de l'État lui-même. Autour du grain, une société se structure. Il faut organiser les moissons, prédire les crues, sacrifier peut-être une part pour que le reste survive. C'est ainsi que naît l'idée d'une offrande. Le surplus n'est pas qu'un bien matériel, il devient un message. À qui s'adresse-t-il ? À une force plus haute, invisible, mais perceptible dans les cycles de la germination et de la mort. Le grain est un mystère visible. Il meurt pour renaître. Il s'enterre pour surgir. Il obéit à des lois que l'homme ne comprend pas, mais qu'il devine. De là, l'épi devient oracle. En lui, les anciens lisent l'avenir. Une bonne moisson ou la famine, la paix ou le chaos. Le champ devient un sanctuaire. À l'origine de tout, il y a ce petit geste. Une main qui enfuit une graine dans la terre, en silence. Mais enfuir une graine dans la terre ne suffisait pas. Encore fallait-il qu'elle daigne renaître. Et pour cela, l'homme n'a pas seulement compté sur la technique, il a invoqué. Le geste agricole répété saison après saison, c'est peut-être alors habillé de récits. Car ce que la main faisait, l'esprit voulait le comprendre. Et il fallait donner un visage à cette puissance invisible qui faisait lever l'épi. C'est ainsi que le grain est devenu mythe et que la terre a parlé le langage des dieux. Partout où l'homme a cultivé, il a raconté. Et presque partout, ces récits ont fini par prendre la forme d'un panthéon, où les céréales tiennent une place centrale. En Mésopotamie, des divinités comme Inanna et Ishtar étaient vénérées en tant que déesses de la fertilité, notamment du grain, et leur rôle symbolise les cycles naturels, du déclin à la croissance. Ces mythes étaient présents dans les rites religieux qui se concentraient sur la prospérité des récoltes. Le grain, dans ces traditions, n'était pas un simple aliment, il était le lien entre les hommes et les dieux, et toute la société était organisée autour de cette relation. En Égypte, Osiris incarne lui aussi la relation sacrée entre l'homme et la terre. Bien que souvent vu comme le roi des vivants, Osiris devient après sa mort tragique le dieu des morts et de la résurrection. Assassiné et démembré par son frère Seth, Osiris est privé de son pouvoir sur la terre. Son corps, dispersé, ne peut plus maintenir l'ordre et la fertilité. Cependant Isis, sa fidèle épouse, rassemble les morceaux du corps de son mari et, avec l'aide de ses pouvoirs magiques, réussit à le ressusciter, mais pas sous forme terrestre. Osiris renaît comme le maître de l'au-delà, et sa résurrection est indissociable du cycle de la végétation. Dans certaines versions du mythe, les plantes de blé surgissent du sol là où le corps d'Osiris a été enterré. Cette image sublime lie directement le sacrifice du dieu à la fertilité du sol, où la mort devient prélude nécessaire à la renaissance. Le grain comme Osiris doit mourir pour renaître. Le culte d'Osiris, elle est bien au-delà de sa symbolique. En tant que dieu de la végétation, il incarnait également le cycle essentiel de la vie et de la mort. Chaque année, lors de la crue du Nil, les Égyptiens célébraient des rites en son honneur, dans le but de favoriser une récolte abondante. La crue, qui fertilisait les terres agricoles, était perçue comme un reflet de la résurrection d'Osiris, un déversement de sa puissance sur la terre. Ces cérémonies liaient la fertilité de la terre à la notion de régénération, celle-ci étant indissociable de la mort et du sacrifice. Les mystères d'Osiris, des rituels religieux associés à sa mort et sa résurrection, avaient une double fonction, spirituelle et agricole. À travers ces rites, les Égyptiens cherchaient à garantir le renouvellement de la nature et à assurer la prospérité des récoltes.
Ces célébrations n'étaient pas simplement des actes de dévotion, mais des gestes pratiques en lien avec la survie du peuple. En priant Osiris, ils espéraient que le cycle de la vie, la crue du Nil et donc la fertilité des champs soient continuellement régénérés. Parallèlement à ce rôle agricole, la figure d'Osiris s'étendait au domaine funéraire. Dans la vision égyptienne, le corps d'un défunt, tout comme celui d'Osiris, était assimilé à une semence qui, après la mort, permettait une renaissance dans l'au-delà. Cette conception faisait le lien entre la mort biologique et la fertilité continue de la terre. La terre était donc perçue non seulement comme une source de vie, mais aussi comme un lieu de régénération spirituelle. Le grain semé en terre était vu comme une métaphore de la résurrection, où chaque récolte symbolisait la victoire sur la mort et l'espoir du renouveau. En Grèce antique, Déméter, dont le nom signifie mère de la terre, incarne à elle seule le mystère du blé. Chaque année, sa fille Perséphone est enlevée par Hadès et emportée aux enfers. Alors Déméter entre dans une profonde tristesse. Elle abandonne ses fonctions, quitte l'Olympe, erre sur la terre sous une forme humaine et refuse de faire pousser les moissons. Rien ne germe, les champs s'assèchent, les arbres ne donnent plus de fruits. Le monde entier est suspendu à la douleur d'une mère. Ce n'est que lorsque Zeus, inquiet du sort des humains, ordonne à Hadès de laisser Perséphone remonter à la surface que Déméter retrouve la joie. Et avec elle, la terre refleurit. Mais parce que Perséphone a mangé quelques grains de grenade aux enfers, elle doit désormais y retourner, chaque année, pendant quelques mois. Ainsi naît le cycle des saisons. Lorsque la fille est absente, la mère pleure, et c'est l'hiver. Lorsqu'elle revient, la joie revient aussi. C'est le printemps. Le blé était souvent associé au soleil, source de lumière et de chaleur, indispensable à la croissance des plantes. Dans la mythologie grecque, le blé est aussi l'aliment essentiel des dieux. Ce lien entre le grain et le divin est manifeste dans des rituels comme ceux des mystères d'Éleusis, où le grain était un élément central. Des rites, célébrés en l'honneur de Déméter et Perséphone, étaient centrés sur le cycle de la vie et de la mort, le grain étant symboliquement le lien entre les deux. L'initiation à ces mystères représentait la promesse d'un renouveau spirituel, tout comme le grain qui, une fois semé dans la terre, donne naissance à une nouvelle vie. Un autre exemple marquant est celui de Cérès, l'équivalent romain de Déméter. Sa divinisation est liée à l'invention de l'agriculture et son culte a traversé les âges, d'abord célébrée en tant que déesse des céréales, puis élargie aux aspects de la prospérité et de la survie du peuple. Cérès fut vénérée dans de grandes fêtes comme la Céréalia, dédiée à la protection des récoltes et au maintien de l'équilibre naturel. Chez les peuples mésoaméricains, le maïs est plus qu'une plante. Il est l'essence de l'humanité. Dans le Popol Vuh, livre sacré des Mayas, les dieux échouent à plusieurs reprises à créer les humains. À partir de bois, puis de boue, avant d'y parvenir enfin, avec de la pâte de maïs. L'homme est fait de maïs. Son destin est lié au cycle du milpa, à la rotation des cultures, aux offrandes faites au soleil. Ces mythes ont tous un fond commun. Ils sacralisent la dépendance vitale au grain, tout en intégrant dans leur trame une vérité biologique. La mort est la résurrection de la graine, devenue vérité spirituelle. Le blé, le riz, le maïs ou l'orge ne sont jamais que des plantes, ils sont principe, lien médiateur. C'est pourquoi chaque récolte est accompagnée de fêtes, de rites, de tabous. La nourriture devient offrande, l'agriculture, prière. Et si ces récits ont traversé les millénaires, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont beaux, c'est parce qu'ils ont donné un sens à l'attente, à la peur, à l'espoir suspendu, à l'invisible. La vénération des céréales n'était pas seulement un phénomène spirituel, mais elle influençait profondément l'organisation des premières sociétés. Dans le croissant fertile et le long du Nil, les temples servaient de cendres de stockage pour les récoltes, gérés par des prêtres
ou des autorités centrales. Le grain était perçu comme une ressource sacrée et sa gestion devenait un élément clé de la structuration sociale. Les prêtres ou les rois ont contrôlé les stocks et devenaient ainsi détenteurs de pouvoir direct sur la population. Le contrôle des céréales était indissociable du pouvoir politique. En Mésopotamie, les rois s'imposaient comme les garants de la prospérité agricole. À Uruk, dès 3200 avant Jésus-Christ, des tablettes de comptabilité témoignent de la gestion rigoureuse des rations par les autorités religieuses et politiques, soulignant l'importance du grain dans la redistribution des ressources. C'est d'ailleurs ce besoin de gérer les stocks de céréales et de suivre les échanges qui a conduit à l'invention de la comptabilité et de l'écriture en Mésopotamie. Les Sumériens ont créé des systèmes de notation à l'origine des premiers signes cunéiformes pour consigner les quantités de grains stockés, échangés ou distribués. Cette pratique marqua l'émergence d'une écriture administrative dont les premières tablettes ont été utilisées pour suivre les récoltes et les rations des travailleurs, et qui fut ensuite l'un des piliers de l'organisation de l'État. De manière plus générale, cette gestion des céréales a également joué un rôle dans l'évolution de l'alphabet. En effet, pour rendre plus efficaces les transactions commerciales et les échanges, les civilisations antiques ont progressivement simplifié les systèmes d'écriture complexes. Cela a donné naissance à des alphabets plus accessibles comme celui des Phéniciens, qui influencera profondément les systèmes d'écriture occidentaux. Cette écriture comptable a été un élément central de la structuration de la société. Elle permettait une administration centralisée, essentielle pour la gestion des ressources agricoles et des rations, et a ouvert la voie à une bureaucratie complexe. En Égypte, en Mésopotamie et plus tard dans le monde gréco-romain, cette capacité à enregistrer les informations et à suivre les ressources a renforcé le pouvoir des autorités centrales, permettant une redistribution contrôlée du grain et une gestion efficace de la production agricole. Cette gestion centralisée des céréales est également incarnée par l'histoire coranique et biblique de Youssouf ou Joseph, qui en Égypte mit en place un système de stockage stratégique pour faire face à la famine. Selon le récit, après avoir interprété le rêve du pharaon annonçant 7 années de prospérité suivies de 7 années de sécheresse, le prophète Youssouf suggéra de stocker les excédents de récolte durant les années abondantes. Cette gestion prévisionnelle permettait de préserver des réserves suffisantes pour nourrir le peuple en période de disette. L'efficacité de cette stratégie non seulement sauva l'Égypte d'une famine dévastatrice, mais renforça également la position de Youssouf, le plaçant à la tête de l'administration des céréales. Ce récit met en lumière l'importance cruciale du grain, non seulement comme ressource alimentaire, mais aussi comme outil politique et économique. Dans un autre récit, Moussa ou Moïse incarne à son tour cette figure de médiateur entre le divin et la nourriture. Lors de l'exode hors d'Égypte, alors que son peuple erre dans le désert affamé et sans ressources, c'est par son intermédiaire que descend une nourriture céleste, la manne, un pain venu du ciel, tombant chaque matin, perçu comme un don direct de Dieu. La manne devient un symbole. Le peuple ne cultivait, ne semait pas, il recevait. Le pain se faisait grâce, et chaque ration quotidienne rappelait la dépendance de l'homme à la providence. Cette nourriture spirituelle, ni vraiment terrestre, ni tout à fait divine, s'inscrit dans une longue tradition où le grain, ou ce qui en tient lieu, vient du ciel et lie une communauté à son Dieu. Une nourriture offerte, mais aussi limitée. Celui qui tentait de stocker plus que sa part voyait la manne pourrir. Ainsi, même le pain divin devait être reçu dans l'humilité, jour après jour, dans un équilibre entre besoin et confiance. Économiquement, les céréales étaient la principale monnaie d'échange. Elles servaient de rémunération pour les travailleurs, de moyens de paiement pour les taxes et d'offrande aux divinités. La production et la transformation des céréales, comme la fabrication de farine ou de bière, donnaient naissance à des métiers spécialisés et à une économie de marché localisée, favorisant l'essor des villes. Socialement, la gestion collective des récoltes et la distribution du grain étaient essentielles à la cohésion des sociétés. Les grandes œuvres d'irrigation et de gestion des terres exigeaient une organisation collective et une hiérarchie sociale bien définie.
Les excédents de production étaient souvent redistribués sous forme de rations, renforçant la solidarité au sein de la communauté. Au Japon, le cycle de croissance du riz structure l'année rituelle. Ces grains incarnent la prospérité divine et son offrande scelle l'alliance entre les humains et les dieux. Dans le Shinto, la religion indigène japonaise, les divinités appelées kami ne sont pas des entités éloignées, mais des forces naturelles, présentes dans les montagnes, les rivières, les arbres et surtout dans le riz. La déesse Amaterasu, divinité solaire et figure centrale du panthéon Shinto, est étroitement liée au riz. Selon les mythes fondateurs, c'est elle qui offrit les premiers grains aux humains, un don sacré censé instaurer l'ordre et la civilisation. Son petit-fils, Ninigi no Mikoto, envoyé sur Terre pour instaurer la dynastie impériale, descend du ciel avec 3 objets sacrés. Une épée, un miroir et un collier de perles, mais aussi avec un épi de riz. Ce geste fonde non seulement la royauté japonaise, mais il érige le riz en symbole de souveraineté légitime. Chaque année, l'empereur du Japon, descendant direct d'Amaterasu, selon la tradition, préside encore aujourd'hui une cérémonie rituelle appelée Niji Namesai, durant laquelle il goûte le nouveau riz en offrant d'abord aux dieux. C'est une manière de renouveler symboliquement le pacte entre le ciel, la terre et la nation. Les rizières, dans ce contexte, sont des lieux sacrés, habités par l'esprit du riz. Ine no Kami. Les travaux agricoles sont ponctués de rituels, de danses, de chants, destinés à honorer et apaiser ces esprits. L'agriculture devient aussi une liturgie, et la nourriture un lien avec le monde invisible. L'irrigation, indispensable à la riziculture, a renforcé cette sensibilité. Le riz ne pousse que si l'eau est maîtrisée. L'eau devient donc, avec le grain, un double sacré. Maîtriser l'un sans négliger l'autre serait rompre l'équilibre du vivant. À travers ce lien entre agriculture et spiritualité, le Japon, comme d'autres civilisations asiatiques, a fait du riz un miroir de son rapport au monde, respectueux, ritualisé, cyclique. Un rapport où planter, récolter, partager ne sont pas des gestes techniques mais des actes fondateurs. Si la céréale incarne un don brut, le pain en est l'accomplissement. Transformer le grain en pain, c'est l'élever, le ritualiser, lui faire franchir une frontière symbolique. Le grain est nature, le pain est culture. Entre les deux, il y a le feu, le temps, le travail des mains et souvent la prière. Dans le judaïsme, le pain accompagne les moments clés du calendrier liturgique. Le pain azim, sans levain, rappelle la hâte de l'exode hors d'Égypte, un départ précipité, sans le temps de laisser la pâte levée. Chaque année, pendant la fête de Pessa, les Juifs mangent ce pain sec, comme un rappel de l'oppression et de la délivrance. À d'autres moments, 2 pains tressés, les halo, sont posés sur la table du Shabbat, couverts d'un linge, puis bénis. Ils symbolisent la manne tombée du ciel, la double portion du vendredi pour éviter le travail sacré du samedi. Dans de nombreuses traditions, le pain n'est pas un aliment comme les autres, il est offert partagé. Dans la liturgie chrétienne, l'Eucharistie fait du pain l'incarnation même du divin. Ceci est mon corps. Le Christ ne choisit pas la viande, ni le vin seul, mais le pain. Cet humble produit du sol, fruit d'un long processus. La céréale y devient chair, la table devient autel, le repas devient rituel. L'Eucharistie fait du pain le corps du Christ. Lors de la scène, Jésus de Nazareth prend du pain, le bénit, le rompt et le donne à ses disciples en déclarant « Ceci est mon corps ». Par ce geste, le pain, déjà nourricier par sa composition, devient vecteur d'une présence sacrée. Il incarne le sacrifice rédempteur et l'union intime entre le fidèle et le divin. Dans le rite catholique, la doctrine de la transsubstantiation
affirme que sous les apparences du pain et du vin se réalise un véritable changement. La substance du pain devient la chair du Christ, tandis que son aspect reste inchangé. La communion en recevant ce pain consacré perpétue ainsi la mémoire de la passion, renouvelle le lien communautaire et participe à la vie spirituelle de l'Église. Dans l'islam, si le pain n'est pas sacralisé par un rite religieux formel, il est pourtant chargé d'une forte valeur symbolique. Au Maroc, le pain est appelé nema, ce qui signifie littéralement grâce aux bénédictions. Ce n'est pas qu'un aliment, c'est un symbole du bon divin. Le gaspiller, le jeter au sol ou dans la poubelle est perçu comme un manque de respect profond, non seulement envers la nourriture, mais aussi envers Dieu. Il n'est pas rare de voir quelqu'un ramasser un morceau de pain tombé à terre, le déposer en hauteur, l'embrasser parfois. Un geste simple, mais lourd de sens. Ce respect vient d'une mémoire collective où le pain a souvent été rare, précieux, lié à la survie. Mais il est aussi enraciné dans une conscience spirituelle. Dans beaucoup de foyers marocains, le pain est cuit à la maison, partagé en famille. Et sa préparation suit presque un rituel. Ainsi, dire nema n'est pas une formule vide. C'est reconnaître que derrière chaque morceau, il y a la terre, la pluie, le labeur, et quelque chose qui dépasse l'homme. L'hindouisme aussi offre ses pains. Les chapatis, ces galettes rondes et fines, sont souvent préparées à la maison et offertes aux dieux sous forme de prasada, nourriture sanctifiée. Lors des rituels, les pains peuvent être accompagnés de guet, de sucre ou d'épices dans une logique d'harmonie entre les 5 éléments et les saveurs. Offrir du pain, c'est rendre au cosmos une part de ce qu'il a donné. Dans l'Égypte ancienne, les pains étaient déposés dans les tombes comme offrande aux morts. La frontière entre pain et bière était parfois floue, et pour cause la bière, boisson essentielle du quotidien, n'était rien d'autre qu'un pain liquide. Les Égyptiens fabriquaient un pain spécial, peu cuit et riche en levure, qu'ils émiettaient ensuite dans de l'eau pour le faire fermenter. Ce mélange donne une boisson nourrissante, largement alcoolisée, consommée par toutes les classes sociales des paysans au pharaon. Il n'était pas seulement une boisson, il était un aliment à part entière. Un moyen de conserver l'énergie du grain sous une autre forme. Dans les rites funéraires, bière et pain étaient systématiquement associés comme offrande. Indissociable symbole de vie, de subsistance et de lien entre les vivants et les morts. Ainsi même dans sa forme liquide, le pain conservait sa puissance symbolique. Le pain est ce qui permet à la céréale d'entrer dans la sphère du partage. On ne mange pas le blé cru ni l'orge entière, ou les mous, ou les pétris, ou les cuits. Le pain exige patience et communauté. Il ne se fabrique pas seul, il ne se consomme pas seul. Il suppose le feu, le four, le village. Et ce n'est pas un hasard si les premiers fours communautaires apparaissent dans les premières villes, Uruk, Byblos, Jéricho. Là où l'on pétrit ensemble, on vit ensemble. Le pain plus que la simple céréale est le ciment des civilisations. Ainsi dans l'histoire humaine, la céréale ne trouve pas sens que dans sa transformation. Et les matières premières, promesses, le pain lui est mémoire, offrande et parfois miracle. Mais que devient le grain ? Une fois que les dieux se taisent et que les empires antiques tombent, lorsque les temples ferment, que les mythes s'effacent et que l'Europe entre dans les longs siècles du Moyen-Âge, la céréale ne disparaît pas, elle change de visage. Au cœur du système féodal, la terre se répartissait en manoirs où seigneurs et paysans entretenaient une relation de dépendance. Les tenures paysannes étaient soumises à la dîme et à la banalité. Le moulin, le four et le pressoir appartenaient aux seigneurs qui prélevaient un droit sur chaque meule de grain moulu ou fourné. Le pain, produit du travail collectif, était en même temps un instrument de pouvoir. Contrôler le four banal, c'était exercer un contrôle direct sur l'essentiel de l'alimentation. L'introduction de la rotation triennale et de la charrue lourde permirent d'accroître les rendements céréaliers. 3 champs se succédaient, un en jachère, un en blé ou orge, un en avoine ou légumineuse. Ce système généralisé à partir du XIe siècle stabilisa la production mais resta vulnérable aux aléas climatiques.
Les mauvaises récoltes, les étés trop secs ou les hivers rigoureux provoquaient immédiatement famine et poussaient de mortalité. La grande famine de 1315-1317, par exemple, marqua l'Europe occidentale de disettes meurtrières. Le pain médiéval reflétait ces tensions. La farine blanche, réservée aux élites, contrastait avec le pain bis ou noir des paysans, mêlé d'orge, de seigle, voire de fèves. Cette hiérarchie alimentaire soulignait les inégalités sociales. Lorsque les boulangeries urbaines manquaient de blé, les émeutes de la faim éclataient et se terminaient souvent par la remise en cause des autorités locales. Enfin, la céréale joue un rôle dans l'émergence des villes et des foires. Les marchands de grains constituaient l'un des premiers corps de métier organisés en corporation, garantissant qualité et poids des sacs. Les échanges entre seigneuries et cités contribuèrent à forger un marché européen, mais aussi à propager les crises lorsque le moindre faux pas climatique déséquilibrait l'ensemble du réseau. Dans la pensée jungienne, le monde naturel regorge de symboles archétypaux qui émergent de l'inconscient collectif. La céréale en fournit. L'archétype maternel, tel que Jung l'a défini, représente la source de vie, la protection et l'abondance. La terre, noire et fertile, se charge parfois de cette fonction et elle reçoit la semence, l'abrite et la nourrit jusqu'à maturation. Psychiquement, cet archétype suscite un sentiment de sécurité et de confiance. Planté symbolise la foi dans un ordre bienveillant, capable de soutenir la croissance. Si l'inconscient se sert souvent de la métaphore saisonnière, c'est parce que le cycle agricole, semaille, germination, moisson, jachère, reflète notre propre expérience de naissance, de déclin et de renouveau. Le temps cyclique, inscrit dans la chair de la terre, devient une image vivante de la dynamique psychique. Accepter la fin d'une phase, l'épiphanée, pour préparer la suivante, la graine enfuie. Minuscule et apparemment insignifiante, la graine porte pourtant en elle la forme entière de la plante à venir. Dans l'imaginaire collectif, elle symbolise le potentiel latent, la promesse d'une transformation. Jung mentionne fréquemment dans ses récits l'étincelle de vie. Logée en chaque germoire, même sous la forme la plus humble, l'espérance subsiste. Chaque grain de céréales porte en lui des saisons entières. De la préparation du sol à la moisson, c'est un cycle long, scandé par la pluie, le soleil et le vent. Semée à l'automne ou au printemps, la graine dort sous la terre, parfois durant des mois avant d'éclore. Cette latence est une forme de patience imposée. L'agriculture ne maîtrise ni le rythme du germe, ni les caprices du climat. La fragilité du plant rappelle que toute croissance repose sur un équilibre précaire. Un gel tardif, une pluie trop violente ou un manque d'eau suffisent à compromettre la moisson. La céréale devient ainsi le miroir de la condition humaine, une promesse de vie, mais toujours vulnérable. Pourtant, c'est cette précarité même qui lui confère son intensité. La moindre rip devient un trésor, fruit d'un chemin semé d'aléas. Enfin, derrière chaque champ doré se cache un travail humain colossal. Labour, semis, désherbage, irrigation puis moisson. De la main d'œuvre familiale au chantier collectif, chaque geste a concouru à concentrer en ce petit fruit le fruit d'un immense effort. Le grain condensé de temps et de labeur témoigne du lien intime entre l'homme et la terre. Il n'est pas une simple récolte, mais le résumé d'une histoire patiente, fragile et profondément humaine. Le blé se dresse élancé vers le ciel, comme s'il cherchait à rejoindre l'invisible. Cette verticalité unique parmi les cultures basses en fait un pont végétal entre la terre et la voûte céleste. Dès l'Antiquité, l'image de la tige dressée inspirait les croyances. Sous la pousse du blé, on voyait le souffle des dieux qui animait les mortels. Dans sa pointe dorée, on lisait la promesse de la lumière et de la chaleur. Le champ devenait alors un amphithéâtre où la plante jouait la tragédie du basculement, de l'effleurement,
de la réception de la semence divine. Sur le plan pratique, l'architecture, même de la tige, racines profondément ancrées, tige rigide et pieds pointant vers l'horizon lumineux, traduit l'idée d'équilibre. L'homme, travaillant la terre, cherche lui aussi à s'élever, à croître, tout en restant enraciné. La verticalité du blé devient alors image de l'aspiration spirituelle. Planter, c'est s'ouvrir à la hauteur, tourner sa face vers le ciel tout en acceptant la force du sol. Dans le chant des moissons, on dit que le blé salue le soleil à l'aube. Ce salut n'est pas pure métaphore, c'est le mouvement même de la plante qui capte la lumière, ajustant ses feuilles, orientation et inclinaison. À travers ce geste, le blé enseigne la relation, s'ancrer sans se fermer, croître sans se rompre, tendre vers la clarté sans oublier l'obscurité nourricière. La seconde moitié du XVIIIe siècle inaugure un tournant radical dans l'histoire du grain. La machine remplace la faucille. La vapeur succède au travail manuel et la gestion des récoltes devient l'affaire des ingénieurs plutôt que des prêtres. L'invention de la moissonneuse à vapeur, la généralisation de la batteuse et l'adoption du semoir de Gérotoul accélèrent la production. Les moulins à cylindres en fonte, introduits au début du XIXe siècle, introduisent une farine blanche, fine et uniforme, jugée plus propre et plus rentable. Le pain jadis façonné au rythme des fêtes et des rites se transforme en produit de masse. Le passage d'une économie rurale fondée sur des communautés enracinées à une économie industrielle centrée sur la ville et le capital provoque un déplacement symbolique. Là où le grain portait la promesse d'un renouvellement sacré, il devient désormais marchandise, coté en bourse, stocké en silos géants, transporté par chemin de fer. Le cycle des saisons cède la place au calendrier de l'entreprise et aux logiques de rendement. Les fêtes de la moisson s'estompent, la jachère disparaît et la restitution rituelle laisse place à l'efficience et à la productivité. L'introduction des engrais chimiques et l'essor de la sélection variétale scientifique creusent encore l'écart entre la céréale et son histoire mythique. Le grain est désormais conçu comme matière première à optimiser, déconnectée de tout lien spirituel. Les savoirs agricoles se codifient dans des manuels, non dans les légendes. La prière remplacée par le calcul des doses d'azote. Cette désacralisation atteint son apogée lorsque, à la fin du XIXe siècle, le pain blanc devient symbole de progrès et de modernité, plus digeste, plus sûr, mais aussi plus homogène. Le lien ancestral entre l'homme, la terre et le sacré se délite. Le grain, jadis objet de gratitude et de crainte, devient simple carburant de la machine industrielle et de la croissance urbaine. C'est la chute du sacré sur le tapis roulant du moulin. Et même lorsque les carences sont apparues, le scorbut urbain, les maladies liées aux farines trop raffinées, l'image du pain blanc n'a pas vacillé. Il restait un symbole, celui de l'ascension sociale, de la ville contre la campagne, de la science contre la tradition. Jusqu'au XXe siècle, manger du pain complet, c'était souvent faire marche arrière. Avec l'avènement de l'agriculture intensive au XXe siècle, le blé a cessé d'être un marqueur culturel pour devenir avant tout un critère de rendement. Les variétés paysannes, riches de leur diversité génétique, ont été progressivement remplacées par des lignées sélectionnées pour leur coût d'entrée en production, leur hauteur de tige réduite et leur tolérance aux aléas. L'hybridation, d'abord croisée entre deux lignées, puis assistée par la biotechnologie, a privilégié trois caractéristiques. Une maturation uniforme pour simplifier la récolte mécanique, une teneur élevée en gluten pour répondre aux exigences des industries boulangères et une résistance accrue aux maladies. Derrière ces progrès, le blé moderne est devenu un produit standardisé, silhouette identique d'un champ à l'autre, goût uniforme, qualité nutritionnelle calibrée. Le choix de l'efficacité a peu à peu effacé la mémoire culturelle du grain. Les variétés rustiques liées au terroir, From de Sienne, Épeautre des Alpes, Camut égyptien, ont laissé place à une monoculture globalisée.
Leur palette de saveurs, de couleurs et de textures s'est réduite à une farine blanche, dépourvue de son son et de ses germes, vidée de ses arômes anciens. Dans cet univers productiviste, le blé perd sa dimension symbolique. Il n'est plus porteur du temps long ni des rites de semailles et de moisson, et il n'incarne plus la verticalité sacrée ni la patience de la terre. Il devient matière première interchangeable, mesurée en quintaux à l'hectare, négociée en dollars sur les marchés à terme. Pour retrouver la relation profonde au grain, plusieurs mouvements s'efforcent aujourd'hui de réhabiliter les variétés anciennes et les farines complètes. Mais ces initiatives restent marginales face à la logique industrielle. Le blé, productiviste, fruit d'une sélection implacable, symbolise la déconnexion entre l'homme moderne et la richesse culturelle et biologique de la céréale. Prenons les cornflakes. Ce symbole du petit déjeuner occidental n'est plus le grain dans son intégrité, c'est un fragment précuit, laminé, sucré, enrichi, arrosé d'additifs, issu d'un processus industriel qui commence souvent par l'extraction de l'amidon, puis sa cuisson-extrusion à haute température. Mais la transformation va plus loin. Le sirop de glucose omniprésent dans les aliments industriels, les résidus chimiques du maïs ou du blé, hydrolysés, réduits à une fonction sucrée. Il ne porte ni la lenteur de la germination, ni l'odeur du four, ni la mémoire du champ. Ce sucre technologique, liquide et inodore, est le symptôme d'une rupture. On n'a plus besoin de pain pour se nourrir, seulement d'énergie immédiate. Et parfois, on ne mange même plus la céréale, on la brûle. Dans le bioéthanol, le grain est fermenté, distillé, transformé en carburant. Avec l'avènement des biotechnologies et des organismes génétiquement modifiés, OGM, le grain a connu une nouvelle forme de transformation. Ces innovations ont radicalement changé la manière dont les céréales sont cultivées, transformées et consommées, en posant de nouvelles questions éthiques, sociales et environnementales. Les OGM dans le domaine agricole, et particulièrement ceux destinés aux céréales, sont conçus pour répondre à des défis mondiaux tels que la résistance aux maladies, la tolérance aux herbicides et les conditions climatiques extrêmes. Le maïs, le soja et le riz sont les cultures les plus emblématiques de ces progrès, avec des variétés génétiquement modifiées pour améliorer les rendements, augmenter la résilience et réduire l'utilisation de produits chimiques. Ces grains augmentés promettent des récoltes plus abondantes et une meilleure sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique rapide. Cependant, cette avancée technologique soulève un débat complexe. D'un côté, les partisans des OGM soutiennent que ces technologies sont essentielles pour nourrir une population mondiale croissante tout en préservant l'environnement. D'un autre côté, les critiques pointent les risques potentiels pour la biodiversité. La contamination génétique des cultures non OGM et les impacts imprévus sur l'écosystème. Le grain augmenté serait-il une avancée pour l'humanité ou un piège écologique qui compromet les fondements de l'agriculture durable ? Les questions éthiques liées aux OGM sont également nombreuses. Qui détient le contrôle sur ces technologies ? Les grandes entreprises agricoles, souvent accusées de monopoliser les semences génétiquement modifiées, mettent-elles en danger les agriculteurs traditionnels et les semences libres ? Les OGM représentent-ils une atteinte à la diversité génétique des cultures, qui a pris des millénaires à se développer et à s'adapter ? Et plus profondément, peut-on éthiquement modifier la génétique d'un organisme vivant pour répondre aux besoins humains en jouant à Dieu avec la nature ? En réponse à ces préoccupations, certains chercheurs et agriculteurs promeuvent un OGM éthique qui viserait à respecter les principes de durabilité, de transparence et d'équité. De nouvelles technologies comme l'édition génomique, qui permet de modifier précisément les gènes d'une plante sans introduire de gènes étrangers, ouvre également de nouvelles possibilités moins controversées mais tout aussi puissantes. La permaculture, en particulier, réhabilite la céréale en tant qu'élément central de systèmes agricoles intelligents, où les cultures sont intégrées dans un tout écologique. L'objectif est de concevoir des fermes qui imitent les écosystèmes naturels, où chaque élément de la plante, au sol, joue un rôle dans la régénération de la terre. Les céréales cultivées selon ces principes ne sont pas seulement des produits à récolter, mais des éléments essentiels à la santé du sol et à la biodiversité.
Ils sont souvent cultivés en rotation avec d'autres cultures, ce qui aide à maintenir un sol riche et vivant, tout en réduisant le besoin en intrants chimiques et en préservant l'équilibre écologique. Le mouvement slow food qui prône un aliment local, saisonnière et respectueuse de l'environnement, met également la céréale à l'honneur. Dans cette approche, la production de pain et de céréales ne se résume pas à une simple question de rendement, mais à un processus qui respecte les saisons et les pratiques agricoles durables. Le blé, par exemple, cultivé de manière artisanale, est utilisé pour faire du pain, au levain ou des produits dérivés, devient un symbole de l'authenticité et du respect des traditions culinaires, loin des pratiques industrielles, de la culture intensive et de la transformation ultra rapide. Au fil de cette exploration, nous avons vu que les céréales ont traversé les âges, portées par des civilisations qui les ont vénérées, symbolisées et intégrées dans leur vie quotidienne, de l'Égypte ancienne aux rituels sacrés du pain, de la Grèce antique aux pratiques agricoles modernes. Le pain, le grain de blé, n'a cessé de représenter bien plus que simplement un aliment. Il est devenu un symbole de vie, de transformation et de renouvellement. Un miroir de notre relation profonde avec la terre, mais aussi avec ce qui nous nourrit, au-delà de la simple consommation. Mais peut-on encore retrouver cette sacralité perdue dans notre rapport au pain? Dans notre manière de cultiver, de produire, de consommer les céréales? Peut-on redevenir mythologique dans notre relation avec ce qui nourrit nos corps et nos esprits? Aujourd'hui, nous avons désacralisé la céréale, nous l'avons transformée, réduite à un produit de consommation de masse, standardisé, dépersonnalisé, privé de son pouvoir symbolique, mais paradoxalement, dans cette perte, il se cache peut-être aussi une chance de réapprendre à voir, à toucher, à honorer à nouveau ce que la céréale représente. Il n'est pas qu'un simple grain, il est un lien fragile et précieux entre l'homme et la terre, entre le passé et l'avenir, entre le sacré et le quotidien. La céréale dans son état brut, non transformé, nous invite à une réflexion plus profonde sur notre place dans le monde naturel. Elle nous rappelle que la vie, comme elle, est fragile, éphémère, mais aussi capable de renaître et de se régénérer. Si nous voulons retrouver une relation plus équilibrée et respectueuse avec la nature, il nous faut rétablir ce lien, non pas par la force ou l'exploitation, mais par l'humilité, la patience et la reconnaissance du miracle simple et profond qui est chaque grain. Et si, au fond, la céréale était le reflet de ce que nous avons perdu, non seulement en termes de pratiques agricoles, mais aussi de valeurs essentielles liées à la terre, à la communauté, à la lenteur, à la simplicité. Si elle était aussi le miroir de ce que nous pouvons retrouver lorsque nous apprenons à redonner à la terre ce qu'elle nous a donné, à honorer ce cycle de vie et de mort, et à accueillir avec gratitude la nourriture qui nous sustente.